Bon, donc bonjour, on va commencer ce dernier cours donc, de cette série, de cette année, en espérant donc recommencer et vous retrouver à peu près au printemps 2019 sur un autre sujet. Mais donc aujourd'hui, c'est mon intention de continuer à développer des idées autour de ces questions de réseau marchand et empire. Et comme toujours, en utilisant une série d'exemples concrets, mais néanmoins, je pense que ça vaut la peine de revenir sur notre point de départ. Je vous rappelle donc que quand on a commencé cette série le mois de mars, on avait pris en fait comme un double point de départ. D'un côté, donc, les réflexions de Karl Polanyi portant sur les empires, des réflexions venant plutôt du côté d'un anthropologue qui était donc assez sceptique envers l'idée d'une rationalité universelle de marché qui aurait donc resté stable pendant très très longtemps, qui donc a proposé une autre vision des choses. Mais surtout, le deuxième point de départ, donc, était ce livre que vous voyez ici dans sa version anglaise et puis dans sa traduction italienne, le livre de Philip Curtin sur le commerce entre les cultures dans l'histoire globale. Et d'ailleurs, dans les exemples que j'ai choisis dans des semaines qui sont suivies, j'ai parfois suivi les pas de Curtin, c'est-à-dire parfois j'ai utilisé les mêmes exemples, mais avec une autre base empirique. Mais parfois, j'ai pris aussi la liberté de partir de ces exemples et d'utiliser d'autres types d'exemples. Et donc, il y a eu, sinon très ouvertement, à mon avis, en tout cas dans ma tête, une espèce de dialogue plus ou moins continu avec le travail de Curtin, que à la fois je trouve extrêmement utile, mais aussi assez contestable et limité sur plusieurs points de vue. Et d'ailleurs, dans toute l'historiographie que j'ai traitée, en fait, ce livre reste pour beaucoup, je dirais, un point de départ et un point de référence. Et donc, vous vous rappelez aussi que derrière le livre de Curtin, celui qui a en fait donné la définition de cette idée de diaspora qu'il a par la suite utilisée, c'est donc l'anthropologue Abner Cohen, spécialiste de l'Afrique. J'utilise ici donc une traduction tardive en fait de son article classique qui a été publié il y a fort longtemps, dans lequel donc il nous donne la définition même pour lui que c'était ce qu'est une diaspora. Une diaspora, donc, pour lui, se distingue des autres groupes sociaux par sa culture et sa structure. Ses membres se différencient sur le plan culturel à la fois de leur société d'origine et des sociétés dans lesquelles ils vivent. Donc, vous voyez, il y a une espèce de dispersion géographique, mais en même temps, il y a une séparation sociale entre ces gens. Donc, si vous prenez un de ces cas, vous auriez donc parmi les juifs séfarades une dispersion, bien sûr, une certaine cohérence, même s'il y a certains qui se retrouvent, par exemple, à Constantinople, d'autres à Corfou et d'autres encore à Hambourg. Mais en même temps, selon cette définition, dans chaque endroit, ils sont en quelque sorte séparés de leur société d'accueil. La société au milieu de laquelle il se retrouve. Donc, vous voyez, il insiste beaucoup sur l'idée que la communauté de la diaspora constitue une communauté morale qui restreint le comportement individuel et assure un haut degré d'adhésion aux valeurs et aux principes commun. Donc, il se peut d'ailleurs, et ce n'est pas très bien spécifié ici, que ce qu'il appelle donc aux valeurs et principes communs, ça pourrait être une référence à la religion, mais pas forcément. Donc, dans un certain nombre de ces cas qu'on a utilisés, en fait, il s'agit précisément de la religion, mais dans d'autres cas, peut-être non. Et voilà donc cette dernière phrase qui reste une espèce de phrase, si vous voulez, lapidaire. Une diaspora est une nation de communautés socialement interdépendantes, mais géographiquement dispersées.
Voilà donc l'idée centrale qu'il a utilisée. Comme je vous ai dit, donc, soit en puisant directement dans les écrits de Abner Cohen, soit en passant par la version légèrement revue et corrigée de Cohen qui passe par Curtin, on a beaucoup écrit. Donc, je vous donne des exemples encore. Le livre donc, de l'économiste Avner Greif, qui déjà utilise un certain nombre d'articles qu'il avait publiés auparavant, et qui a pour exemple, en fait, ce que lui appelle les marchands maghrébins, mais en fait, ils sont les juifs de la Geniza de Caire. Et puis, il fait le contraste entre eux et les Génois, donc ça, c'est l'essentiel de son affaire. Et puis, par la suite, on a ce livre qui a été pas mal discuté depuis un certain temps, qui est paru tout d'abord en anglais sous ce titre, d'ailleurs un titre qui me semble plus juste, The Familiarity of Strangers, de l'historienne italienne Francesca Trivellato, et puis qui a été traduit sous ce titre un peu curieux, Corail contre Diamant, d'ailleurs un titre qui a déjà été utilisé par Gedalia Yogev dans un livre qu'il avait publié. Mais de toute façon, c'est le même livre en deux versions, et c'est donc un livre qui traite surtout d'un archive, et cet archive vient de Livourne, au XVIIIe siècle, et il s'agit donc d'une famille de juifs séfarades de Livourne qui ont constitué une espèce de compagnie qui s'appelle Silveira et Ergaj, et ces gens-là donc ont fait le commerce de diamants et le commerce du corail à l'intérieur de la Méditerranée, mais en allant jusque dans l'océan Indien et parfois en ayant des relations avec des marchands même indiens, par exemple à Goa et ailleurs en Inde. Et alors donc la construction de Madame Trivellato se base en fait en partie dans la construction de Greif, mais derrière ça, en fait, il y a très présent les idées de Curtin. Donc, en fait, on se retrouve plus ou moins dans la même généalogie intellectuelle. Il y a eu, comme je vous ai dit, pas mal de discussions de ce livre, et je vais m'arrêter juste quelques minutes sur un compte-rendu qui me semble assez pertinent, qui a été publié dans les Annales, et d'ailleurs, ce compte-rendu est d'autant plus pertinent parce que c'est fait par le traducteur du livre, qui donc l'a traduit par la suite en français, M. Calafa. Et alors là, donc, je vous signale un premier moment quand il décrit un peu ce qu'elle est en train de faire, où il dit qu'en effet, le commerce interculturel ou transculturel, il est d'emblée question dans ce livre, l'expression utilisée pour désigner des relations de crédit prolongées et une coopération commerciale entre des marchands. Et donc, voilà, il dit exactement que ça vient de Philip Curtin, et ce commerce interculturel est étroitement lié chez Trivellato à l'histoire des diasporas marchandes. Et puis, deuxième moment, quand il signale également que parfois on a l'impression qu'il y a une espèce de manque de précision dans ce livre, manque de précision dans la façon de traiter des concepts, et à la fois, comme il dit, d'emprunter des concepts assez simplifiés qui viennent par exemple de Greif, et de l'autre côté aussi, par exemple, l'usage un peu abusif parfois des idées comme la coalition, quand en fait il s'agit tout simplement des transactions. Donc d'avoir des transactions entre un marchand ou un autre n'implique aucunement qu'on a une coalition entre ces deux marchands, ces deux groupes de marchands. Ça, c'est quand même utiliser l'idée de coalition qui vient de la théorie des jeux d'une façon qui est un peu tirée par les cheveux, pour dire les choses simplement. Alors donc, vous voyez que, effectivement, le livre de Curtin est toujours quelque part dans la discussion. On ne peut pas échapper à ce livre et son héritage. Et donc, finalement, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est justement de revenir sur un des exemples qu'il a pris pour justement discuter cette question. Et il s'avère que cet exemple, maintenant, a aussi été mis en relation justement avec la question du commerce des Juifs séfarades. Donc, il y a une espèce de triangulation entre ces éléments dispersés. Alors, c'est quoi mon exemple? C'est donc le cas des Arméniens. Alors, les Arméniens, on le sait, qui ont été extrêmement importants dans le commerce international à l'époque moderne,
Pendant très longtemps, comme je vais vous expliquer, les travaux portant sur les Arméniens étaient relativement peu épais, assez maigres empiriquement. Donc, si par exemple vous regardez le chapitre portant sur les Arméniens dans le livre de Curtin, empiriquement, c'est essentiellement basé sur un nombre de documents assez limité, venant surtout de leurs interlocuteurs, et surtout des interlocuteurs européens. Et ça, c'est assez compliqué parce que c'est le cas où on est en train de traiter des documents qui sont assez hostiles envers un groupe. Donc, comment utiliser des documents qui sont hostiles envers un groupe pour étudier le groupe en question? Alors, c'est une question qu'on peut poser. On l'a posée, par exemple, sur les documents de l'Inquisition, parce que, bon, manifestement, les inquisiteurs n'étaient pas très portés à la sympathie envers les gens qui l'examinaient. Mais néanmoins, on utilise souvent les documents de l'Inquisition. C'est une question que, d'ailleurs, Carlo Ginzburg a longuement discutée dans son article, par exemple, l'inquisiteur comme anthropologue, et ainsi de suite. Mais alors ça, c'est une espèce de vision externe. Mais heureusement, donc, de cette vision externe, voilà, par exemple, un document italien du XVIIIe siècle dans le musée Correr à Venise, assez typique, où on fait à la fois une espèce d'ethnographie, si j'ose dire, une ethnographie légèrement hostile, portant sur les Arméniens, mais aussi une description. Ça, c'est le type de document qu'on utilisait assez souvent dans les études classiques d'il y a 2 générations. Mais en fait, progressivement, on est arrivé à une situation qui est assez différente. Et je vous cite donc ces 2 livres qui sont tous les 2, en fait, le fruit de ces recherches de la dernière génération, et qui ont l'avantage donc d'avoir que nous apporter une richesse de documentation qui est tout à fait autre par rapport à ce qu'on avait donc dans le temps, par exemple ce dont disposait Curtin quand il a écrit son livre. Donc ici, un ouvrage collectif qui est en fait le résultat d'un colloque organisé ici même à Paris par Kerem Kevonian et Sushil Chaudhry, donc sur les Arméniens dans le commerce asiatique au début de l'ère moderne. Donc ça se limite géographiquement à l'Asie ou à l'océan Indien. Et l'autre livre qui est beaucoup plus ambitieux géographiquement, parce qu'il ne se limite pas à l'Asie ou à l'océan Indien, c'est donc le travail, comme il s'avère, de mon collègue à UCLA, Sebou Aslanian, sur le commerce des Arméniens en allant de l'océan Indien dans la Méditerranée, et qui a pour sous-titre les réseaux globaux de commerce des marchands arméniens de la Nouvelle Julfa. C'est quoi la Nouvelle Julfa? On va revenir sur cette question. Donc, en fait, je vais puiser dans ces deux livres, mais aussi dans un certain nombre de documents d'archives pour essayer de rétablir un peu, tout d'abord, une espèce de vision globale de l'émergence et le moment de gloire, pour ainsi dire, de ce réseau, et puis revenir sur un certain nombre de questions plutôt d'ordre analytique qui peut nous aider à la fois pour étudier les Arméniens et les autres réseaux qu'on a étudiés dans les autres cours. Alors, donc, pour commencer, rappelons-nous d'une chose, c'est-à-dire qu'il y a des marchands arméniens, par exemple, en dehors de l'Arménie, par exemple en Asie du Sud-Est ou dans l'océan Indien, à l'époque médiévale. Pas beaucoup, mais là on a, par exemple, même au Xe ou XIe siècle, on peut trouver quelques exemples. Un ouvrage publié à Paris il y a 5 ou 6 ans portant sur la ville portuaire de Barus au nord de Sumatra, par exemple, a trouvé que des traces des marchands arméniens dans le commerce de cette ville déjà à l'XIe siècle. Mais ils ne sont pas très nombreux. Et même au début du XVIe siècle, ils ne sont pas très nombreux en dehors de l'Arménie. Donc il y a une espèce de présence, par exemple, en Méditerranée, mais en termes de chiffres et en termes d'importance, de chiffres de commerce, mais aussi en termes de nombre de marchands, ce n'est pas très important. Alors, ce qui change, donc, c'est dans la deuxième moitié du XVIe siècle, avec l'émergence de cette ville que vous voyez ici, aujourd'hui qui n'est pas à l'intérieur de la République d'Arménie. En fait, ça fait un peu la frontière entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Et donc, ça, c'est la ville de Julfa. La ville de Julfa qui se trouve donc
dans un endroit assez dramatique. Je vais vous montrer ce qui reste, qui n'est pas grand-chose. Et donc, c'est le moment quand on a aussi commencé à commenter cette présence des Arméniens dans le commerce à partir de Julfa, par exemple en Méditerranée. Ça, c'est le récit de voyage que j'avais cité autrefois par rapport aux Juifs séfarades, qui est le récit de Nicolas de Nicolai, qui était dans l'Empire ottoman au milieu du XVIe. Et il nous dit en effet que les Arméniens conversent comme étrangers en Turquie et en Grèce, même à Constantinople et Péra, c'est-à-dire l'autre côté de Constantinople, pour la plupart marchands, faisant grand trafic des marchandises de Levant comme camelots, moucaillards, soie et tapis de Syrie. Donc, les autres moins riches sont artisans ou bien ça donne à la culture des jardins et des vignes et ainsi de suite. Donc, il y a une description et en tête, il porte le turban bleu, bigarré de blanc et de rouge, et ainsi de suite. Alors, donc, ces gens sont connus déjà à ce moment, à partir de 1550-60, disons, dans la Méditerranée orientale. Mais donc voilà ce qui reste de Julfa. Il y a quelques pierres tombales. On est donc au bord de cette fleuve qui fait la frontière aujourd'hui entre l'Iran et Azerbaïdjan. Mais puis, il y a cet événement très important, assez dramatique, qui va se produire. Et c'est quoi? En fait, c'est l'enlèvement forcé de ces Arméniens, pas seulement de Julfa, mais en fait aussi autour de Julfa, par exemple, toutes ces régions-là, comme Nakhchivan, etc., etc. Ici, c'est Ordubad. Donc, de toute cette région, il y a un mouvement forcé pour amener ces gens de là où ils habitent dans l'Iran. Et alors ça, c'est un moment qui est assez important, même dans la mémoire collective des Arméniens, cette expulsion. Et là, vous voyez comment le souvenir était présent quand ce voyageur français, François Le Gousse de la Boulaye, est passé par là, en 1650. Bon, il l'a publié en 1653, mais il est passé autour de 1647. Et voilà ce qu'il nous raconte. Il dit que le 25e, nous passâmes le fleuve Ara, appelé Araxès par les Grecs, avec beaucoup de peine, parce que l'eau venait jusqu'à la selle des chevaux, etc. Les chameaux passèrent avec plus de facilité. Et donc, il dit qu'il nous obligea de camper proche d'un village appelé Eski Julfa, en français le vieil Julfa, d'où sont sortis les Arméniens d'Isfahan, transportés de ce lieu par Shah Abbas le conquéreur, lequel s'empara de ce pays, menant le peuple esclave en Isfahan et donna permission à ces pauvres bannis de faire une ville à demi-lieue d'Isfahan que l'on appelle Julfa, où il y a 6000 maisons, les habitants desquelles trafiquent avec les hindous, musulmans et francs. Donc, c'est la mémoire toujours fraîche parce que ces événements dont il parle ici, ça s'est passé en 1604-1605. Donc, on est à peu près 40 ans ou 50 ans après ces événements. Alors, donc, il s'agit de la politique de ce personnage-là, ce monarque, toujours assez controversé, considéré en Iran comme une espèce de père fondateur de l'Iran en quelque sorte, l'équivalent de ce qui serait l'empereur Akbar pour l'Inde, mais qui a en réalité aussi une espèce de réputation sulfureuse dans d'autres contextes pour la violence par laquelle en fait il a fait agrandir son royaume. Il est donc quelqu'un qui a pris le pouvoir en 1588. Pendant à peu près 10 ans, il a eu beaucoup de mal à garder le pouvoir parce qu'il y a eu énormément d'opposition venant de factions politiques différentes. Mais finalement, au début du XVIIe siècle, il va décider à mettre en place une politique très importante. C'est-à-dire quoi? Il se rend compte que l'Iran, en quelque sorte, est encerclé d'une certaine façon par d'autres pouvoirs que ne laissent pas libres les Iraniens en fait, à faire commerce avec le monde en général. C'est-à-dire, il y a 3 sorties possibles. Première sortie, c'est donc en passant vers l'Empire ottoman, ce qui pose problème parce qu'il y a une guerre intermittente et aussi une espèce d'opposition religieuse entre les Iraniens chiites et les Ottomans sunnites. Donc, en fait, cette sortie, ce n'est pas du tout facile.
Puis, il y a l'autre possibilité qui serait de passer par la Russie. Et finalement, il y a la troisième possibilité, c'est de prendre la voie maritime en sortant par le golfe Persique. Alors là, le problème qui est posé, c'est les Portugais qui contrôlent effectivement la sortie de Gombrone, comme on l'appelait à l'époque, Bandar Abbas après, et Hormuz qui est là. Alors donc, c'est quoi sa solution? Il y avait manifestement deux solutions, et ce qu'il a en tête, c'est quelque chose d'assez clair. C'est quoi qu'il a en tête? C'est en fait de créer un monopole du commerce de soie. Donc, soie qui était assez importante dans l'économie iranienne, une économie qui n'est pas très riche en termes d'agriculture, etc. Mais il y a quand même cette production qui est assez importante, parce que même si les quantités ne nous semblent pas très importantes, mais c'est quand même quelque chose qui vaut beaucoup. Donc, et ça vient essentiellement du nord. Donc, en fait, si vous regardez toutes ces provinces-là, la Géorgie, la partie de la Géorgie qui avait été conquise par lui, puis Gilan, qui se trouve près de la mer Caspienne, même chose pour Mazandaran. Khorasan, c'est un peu le nord-est vers l'Afghanistan. Mais donc, en fait, c'est une production qui vient du nord, et il essaie pas de faire le monopole de la production, mais du commerce. Alors, manifestement, il avait deux options, parce que vous voyez qu'on avait discuté la question des marchands iraniens. Et les marchands iraniens, comme on a vu, étaient très importants dans le commerce de l'océan Indien. Mais le problème, c'est que Shah Abbas se méfiait de ces marchands iraniens. Donc, il ne pouvait pas facilement faire alliance avec les marchands iraniens même. Et donc, ce qu'il a choisi de faire, c'est de faire venir des étrangers. Et par la force. Donc, en fait, il a en quelque sorte kidnappé ces Arméniens, qu'il a installés près de sa ville capitale pour qu'ils deviennent les agents de son monopole. Et donc, c'est plus ou moins ça le rapport qu'il a au départ avec ces Arméniens, qui ne sont pas là à Isfahan pour faire le commerce de leur propre gré, mais dans ces conditions assez compliquées, assez difficiles, avec donc un rapport où on a toujours le souvenir, par exemple, qu'on a brûlé leur village, on a détruit plus ou moins le paysage dans les lieux d'origine pour les obliger, en fait, de venir s'installer à Isfahan. Alors donc, voilà la ville qu'on a créée, ou le banlieue qu'on a créé pour eux. Donc ici, c'est la ville même d'Isfahan, au nord de la rivière. Et puis, on crée cette espèce de banlieue ici, qui s'appelle donc Nord Juga, ou Nouvelle Julfa, en gardant toujours donc ce nom en souvenir de l'endroit d'où ces gens venaient. Et là, vous voyez qu'ils avaient toujours la liberté, jusqu'à un certain point, de leur religion. Ils avaient des églises, il y avait cette possibilité donc aussi de continuer à garder une vie collective séparée. Donc c'est pour cela que ça rentre bien dans ce cadre de la diaspora tel que c'est défini par Curtin. Et voilà, donc il y a au moins une demi-douzaine de récits faits par des voyageurs français qui sont passés par là au XVIIe, début XVIIIe. J'ai choisi un, j'aurais pu choisir Tavernier, mais j'ai choisi Thévenot, qui était là dans la deuxième moitié du XVIIe, et qui nous dit en effet que, là il est en train de parler d'Isfahan, cette ville a 7 portes dont voici les noms, etc. Donc il dit, la ville d'Isfahan a aussi des grands faubourgs où logent plusieurs personnes de qualité. Le mieux bâti de tous, le plus beau et le plus riche est celui de Jolfa, qui est situé, il l'écrit à la façon italienne, Jolfa, qui est situé au-delà de la rivière de Sendrou, et dont les murailles des jardins sont près de cette rivière. C'est en ce bourg ou faubourg que logent les Arméniens que Shah Abbas Ier y a transplanté après avoir ruiné une ville de ce nom qui était dans la Haute-Arménie. Et ils ont voulu donner à cette nouvelle habitation le nom de leur ancienne ville et patrie pour en conserver la mémoire, etc. Donc, il nous donne aussi les noms d'autres sites autour qui avaient gardé d'autres noms aussi des cantons de l'Arménie. Donc là, c'est bien sûr une version reconstruite de cette ville qui existe aujourd'hui, devenue un espèce de symbole de la gloire de l'Iran safavide. Et ça, c'est parmi les églises. Et là, vous voyez, ça a été
assez richement restaurée à l'intérieur, la cathédrale de Saint-Sauveur de Nouvelle-Julfa. Et donc, c'est à partir de ce nouveau centre, mais un centre qui n'est pas créé par une force naturelle, mais par une force brutale et politique, qu'ils vont donc par la suite commencer à faire bâtir tout un réseau de commerce qui va plus loin. Parmi les grands spécialistes de cette question, qui n'a malheureusement pas publié son ouvrage important, il y a l'historien anglais Edmund Hudzik. Je cite un certain nombre de ces textes-là. J'ai en fait surtout envie de m'arrêter sur 2-3 questions. La question de l'organisation de cette ville de Nouvelle-Julfa. Comment est-ce qu'on fait pour organiser ça politiquement? Et en effet, il nous dit qu'on met à la tête de cette ville quelqu'un qu'on appelle le Kalantar. Donc, et il précise que les Kalantars appartiennent pendant une grande partie du XVIIe siècle à la même famille. Donc, il y a tout d'abord, il y a Safar qui est le fils de Khachik. Et puis, Khachik avait été quelqu'un de très important déjà à l'ancienne ville de Julfa. Et puis, il y a Nazar et puis Sarfraz. Vous voyez déjà qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se produire, c'est-à-dire ce sont des noms iraniens. Ce ne sont pas des noms arméniens, ce sont même des noms qu'on peut utiliser tout en étant musulman. Vous voyez, Sarfraz, par exemple, c'est un nom tout à fait légitime, et même chose pour Nazar ou Safar. Alors, donc, il dit qu'au départ, les gens de la Nouvelle-Julfa n'ont pas utilisé le mot Kalantar, ils ont préféré d'autres mots comme Melik, par exemple, toujours un mot emprunté, et ainsi de suite. Et ils ont parfois aussi utilisé un mot pour dire prince. Donc, la deuxième chose qu'il a envie de développer, c'est cette idée qu'au départ, pendant une grande partie du XVIIe siècle, cette position de Kalantar était assez stable et assez importante, mais progressivement, ça a perdu son importance. Et en fait, donc, en quelque sorte, il est en train de nous proposer qu'il y avait une espèce de processus de passage d'une communauté assez cohérente à une communauté de moins en moins cohérente ou de moins en moins centrée quand on arrive à la fin du XVIIe siècle. Il y a aussi quelque chose d'autre qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire ce personnage, le Kalantar ou le chef, n'est pas quelqu'un qui est, si vous voulez, élu démocratiquement. Il appartient à une grande famille, mais aussi il y a une négociation parce qu'il faut qu'il soit acceptable au Shah. Donc, il faut que le roi d'Iran accepte le personnage en question. Donc, en fait, c'est aussi quelque chose où il y a à la fois le pouvoir royal qui est présent et quelque chose qui représente, si vous voulez, la communauté. Alors, donc, à partir de cette communauté constituée, si vous voulez, déjà à 64, 5, donc dans les années 70 et 20, on commence à voir les Arméniens de plus en plus nombreux, à la fois dans l'océan Indien et aussi dans la Méditerranée et ailleurs, comme on verra. Ce qui est important, c'est une idée qui est développée surtout par M. Aslanian, c'est que, en fait, leur langue, ce n'est pas l'arménienne normale. En fait, ils utilisent un dialecte qui est le dialecte de Julfa, qui est un peu différent pour des raisons qu'on verra par la suite. Et donc, en fait, on peut distinguer ces gens des Arméniens qui viennent d'ailleurs, qui utilisent d'autres formes de la langue. Alors, ça se voit dans plusieurs endroits, mais il y a aussi, par exemple, une source qui a été maintenant assez systématiquement dépouillée, et peut-être un jour quelqu'un va faire toute une publication autour de ce sujet, qui est les pierres tombales des Arméniens. Donc, par exemple, ça, c'est une pierre tombale qui se retrouve à Surat, en Inde occidentale. On a des pierres tombales à Surat à partir des années 1570-80 déjà. Mais ils sont beaucoup plus importants
en nombre au XVIIe siècle. Là, vous avez deux autres. Ça, c'est intéressant parce que c'est la pierre tombale d'une femme. Et en fait, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans ces cimetières à distance. Et puis, ça, c'est en fait une pierre qui est intéressante parce que ça se retrouve dans le Bengale, à Chinsura, près de la ville de Hooghly. Et en fait, c'est aussi curieux, vous ne voyez pas probablement très clairement, mais on a tout un texte en arménien et en bas, en fait, 4 lignes en portugais. Et je vais revenir sur cette question-là, parce qu'il y a une espèce de multilinguisme qui se pratique aussi à l'intérieur de cette communauté qui est assez intéressant. Et en fait, le texte en bas, il dit quelque chose dans le genre Aqui jaz João Marcos Arménio. Donc ici, on trouve donc, le tombeau de João Marcos. On verra qui c'est par la suite. Alors donc, les Arméniens en Océan Indien, on reviendra sur ça, mais je voudrais aussi insister sur le fait que pendant les décennies qui ont suivi cet établissement à Nouvelle-Julfa, il y a aussi le passage et l'installation des Arméniens vers l'ouest. Quand je dis vers l'ouest, je vais revenir sur la question aussi du nord et du nord-ouest, mais rappelons-nous qu'à partir du milieu du XVIIe siècle, par exemple, on va s'installer la communauté arménienne de Marseille. Et cela a été étudié par un certain nombre de chercheurs, notamment par Olivier Raveux, qui nous a aussi donné un certain nombre d'exemples très concrets à partir des archives de Marseille. Là, vous avez la liste de beaucoup de ces Arméniens. Vous voyez qu'un certain nombre ils utilisent des noms qui sont reconnaissables comme des noms arméniens, mais d'autres beaucoup moins. Par exemple, Pierre de Georges, ça semble un peu étrange, mais vous voyez que les deux éléments ont été francisés. Mais vous avez aussi d'autres qui sont nettement plus, entre guillemets, persianisés ou islamisés, comme par exemple, on a Baba Sultanum. Ici, c'est un personnage très intéressant qui va par la suite jouer un rôle à Londres au début du XVIIIe siècle. Donc, ces gens qui sont présents à Marseille et en France, mais qui souvent, en fait, ont eu une expérience de commerce de l'océan Indien. Donc, ça, on connaît parce qu'il y a même, par exemple, des cas comme il y a un Anglais employé par la compagnie anglaise qui se retrouve dans le Bihar dans les années 1660-70. Elle devient assez amie avec un marchand arménien. Et ce marchand arménien lui dit qu'en effet, il connaît beaucoup de pays du monde. Il a été maintes fois en Europe, mais par exemple, il a apparemment aussi été dans le Bhoutan. Et il donne une description de ce royaume montagnard de Bhoutan à ce monsieur qui est parmi les premières descriptions qu'on trouve dans un texte occidental. Donc vous voyez que ce sont des gens qui circulent pas mal. Et ça explique en fait cette affaire sur laquelle je me suis arrêté il y a 4 ans en parlant d'un autre sujet. Je vais juste rapidement passer sur ce sujet-là, en me basant essentiellement sur cet article qui reste toujours très utile de l'historien malgache Gabriel Rantoandro. Ça, c'est l'histoire donc de la Compagnie des Indes françaises. Donc, vous voyez que dans les années 1660, Jean-Baptiste Colbert a l'intention de créer une compagnie. Il donc cherche des informateurs. Il va trouver un certain nombre ici et là. Il a, par exemple, des rapports avec François Bernier qui se retrouve en Inde à l'époque. Il a aussi quelques informateurs anglais, quelques informateurs portugais. Mais en fait, finalement, il tombe sur un Arménien. Un Arménien qui lui dit qu'il est assez bien informé sur le commerce de l'Inde. Et ça, c'est quelqu'un qui s'appelle donc Markara Avanchins ou Markara Avanchis, ça s'écrit différemment dans le document. Et alors donc, qui en fait, ayant fait pas mal de voyages en Italie et ailleurs, finalement, se retrouvait en Inde et puis aussi à Paris. Et donc, à Paris, il est là dans les années 1660
quand Colbert est en train de monter ce projet. Et là, vous voyez ce que nous dit Rantuandro. Marcara reste à Paris pendant 1 an environ. Durant cette période, il a de nombreux entretiens avec les directeurs généraux, dont le tout, et avec le ministre Colbert, à l'issue desquels il aurait été jugé apte puis admis au sein de la compagnie. Donc, il devient quelqu'un d'assez important, d'ailleurs, dans la compagnie. Hein. Donc, et par la suite, Marcara Avancins part donc pour l'Inde via Madagascar en avril 1770 avec une importante flotte commandée par l'amiral de Mondewerck. Et il y a aussi là 2 autres personnes qui ont joué un rôle, c'est-à-dire François Caron et Lafay, qui est le co-directeur général. Alors, donc, vous voyez les quelques lettres qu'on a de Marcara pendant ces 3 ou 4 ans qu'il a été en Inde. Ça, c'est une lettre qu'il a écrite donc, quand il était dans le comptoir de Masulipatam en 1670, hein, à un de ses correspondants en France. Il explique en fait qu'il a été à Surat. Hein, donc, vous serez donc informé, monseigneur, par cette missive, comme quoi je suis parti de Surat depuis le mois de mai dernier avec un capital de 160 000, tant en marchandises qu'argent, et accompagné par de M. Dondron, capitaine des gardes, et monsieur le... ça pourrait être pas le vice-roi, mais quelque chose d'autre, Roussel, marchand, et 4 commis pour me rendre à la cour du roi de Golconde. Donc, en fait, il va à la fois jouer un rôle de représentant de la compagnie, mais aussi négocier des choses diplomatiquement. Mais, en fait, tout va tourner en vinaigre. Pourquoi? Parce que, depuis le départ, quand ils arrivent en Inde, il y a des querelles incessantes entre lui, Arménien, et les Français. Et d'ailleurs aussi avec Caron, qui a une identité un peu plus compliquée. Caron, vous voyez, c'était quelqu'un qui venait plus ou moins, je dirais, du Nord-Pas-de-Calais par là. Donc il avait une espèce d'identité ambiguë. Il avait commencé sa carrière en travaillant pour la compagnie hollandaise. Il a passé du temps donc, au Japon et en Thaïlande. Il a écrit ce texte donc, sur le grand royaume du Japon, qui a été publié en 1652. Puis, il s'est brouillé avec la compagnie néerlandaise, il rentre en Europe, et donc il s'offre à Colbert comme sujet maintenant du roi de France, et il se propose comme directeur de la compagnie. Donc, vous aviez Caron, Lafay, et puis vous aviez Marcara. Et Marcara, depuis le départ, a l'impression que les Français ne l'aiment pas, et surtout qu'ils ont honte de lui. Donc, c'est-à-dire, il raconte par exemple à un moment donné que quand la flotte française est arrivée en océan Indien, à un moment donné, ils ont passé devant le comptoir hollandais de Cochin. Et là, il y avait donc les gens de Cochin qui sont sortis parce qu'il y avait des gens parmi eux qui connaissaient Caron par le passé. Et il dit que Caron, en fait, l'a caché parce qu'il ne voulait pas montrer qu'il y avait un Arménien qui faisait partie de la compagnie. Et donc, progressivement, ça va devenir de plus en plus dur. Et en fin de compte, vous voyez où ça va nous mener. Il y a une querelle extrêmement violente. Et là, le soutien du gouverneur, je cite encore l'article de Rantuandro, le soutien du gouverneur des marchands de Masulipatam n'a pourtant pas suffi à retenir Marcara à son poste. Il fut embarqué de nuit à bord de la couronne alors que la loge était assiégée et expédié avec ses 2 fils à Surat. Et puis, à Surat, il est arrêté, il est envoyé en France, donc comme prisonnier, et il est accusé d'avoir donc pris l'argent de la compagnie, d'être un homme extrêmement malhonnête, etc. Et cette affaire donc va durer pendant des années, parce que tout d'abord, pour rentrer en France, il y a tout un périple. Et une fois arrivé en France, donc il va contre-attaquer. Donc là, vous voyez une partie de son texte de contre-attaque, le factum contenant l'histoire tragique pour le sieur Martin Marcara Avancins, natif de la ville d'Isfahan, capitale de Perse, dans lequel il dit que les Français n'ont aucune confiance en lui, qu'ils ont même douté de ses origines sociales. Ils ont dit qu'en fait, c'était un chiffonnier, quelqu'un qui était même pas un marchand, tandis qu'il prétendait être une espèce de prince marchand, qu'il était donc quelqu'un qui avait raconté que des mensonges depuis le départ. Et tandis que lui, en fait, il soutient en effet que les Français avaient des forts préjugés
contre lui. Tout cela, ça va se terminer d'une façon assez ambiguë. Il a quelques récompenses pour ce qu'il a souffert, mais en fait, les rapports entre les Français et les Arméniens deviennent assez tendus à partir de ce moment-là, au moins pendant un certain temps. Là, vous voyez par exemple le résultat de ça. Ça, c'est un facteur ou un négociant français, Georges Roch, qui écrit sur les Arméniens des mots assez durs. Là, vous voyez sa description des Arméniens. Passons maintenant à traiter du négoce des Arméniens, où l'on ne verra pas moindre ruse, et encore, si vous voulez, plus de fourberie que parmi les Indiens. Cette nation est encore plus rusée que le sont les sarafs, les banquiers indiens, parce que ceux-ci ne se mêlent seulement que de ce qui regarde à faire valoir leur argent, et ainsi de suite. Donc il dit, dans la pratique des nations étrangères, elles se sont tellement raffinées que de gros paysans. Ils sont devenus subtils et rusés dans les affaires, de telle manière qu'il est malaisé de contracter avec eux sans que vous n'y laissiez du poil. Quoique vous soyez d'accord sur tous les articles par un papier signé des parties, vous ne pouvez pas vous promettre l'exécution de votre traité. Ils sont comme ceux qui jouent au billard, qui par une bricole conduisent la boule à leur but et ont toujours quelques propositions non expliquées qu'ils gardent en pensée pour s'en servir s'ils ont dessein de rompre ou ils trouvent leur mieux ailleurs. Donc, des gens méfiables, des gens donc, contre lesquels on a des préjugés assez intéressants et assez poussés déjà. Donc, ça, c'est à peu près 10 ans après l'affaire de Marcara. Alors, donc, cette tentative, comme si on peut le dire, de trouver une alliance entre un réseau marchand et un empire. Donc, il y avait cette première alliance entre guillemets, c'est-à-dire entre le roi Safavide et les Arméniens, si on peut l'appeler une alliance. C'était une espèce de mariage forcé, si vous voulez. Et puis, ici, c'est beaucoup plus volontaire des deux côtés, mais ça ne marche pas. En même temps, en fait, on sait que les Arméniens étaient assez prospères ailleurs. Dans l'océan Indien, ils ont continué à développer leur réseau. Ça, c'est un exemple. D'ailleurs, c'est parmi les premiers grands documents arméniens qu'on avait trouvés et analysés. Et c'est un document assez curieux qui, pour une raison qu'on n'arrive pas très bien à comprendre, se retrouve dans la Bibliothèque nationale de Lisbonne. Et celui qui l'a trouvé, c'était Fernand Braudel. Et par la suite, ça a été publié par un savant arménien, M. Khachikian, et c'est le registre d'un marchand qui s'appelle Hovhannes, ça veut dire Jean, Hovhannes Djougayetsi, Jean de Julfa, et qui raconte un peu ses péripéties pendant une décennie entre 1682 et 1693. Donc, c'est surtout à partir de Julfa, il arrive en Inde, il est présent en Inde du Nord, et puis, en fait, il va faire son commerce jusqu'à Lhasa, dans le Tibet. Alors, ce document que M. Khachikian avait publié dans une traduction anglaise, et puis dans cette version, ça c'est un texte qu'il a publié dans les Annales, en fait, c'est un document qui a été mal compris par un certain nombre de chercheurs. Parce que, comme ce Hovhannes est quelqu'un qui a l'air de faire des petites transactions, donc à chaque fois, ils vont des choses pour des sommes assez minables. Donc on a développé cette thèse selon laquelle ces Arméniens n'étaient vraiment que des petits commerçants. Mais ce qu'on n'a pas compris, en fait, c'est que ce Hovhannes, en fait, il ne s'agissait pas du tout pour son propre compte. C'était un agent d'une grande maison. Donc, en fait, la grande maison en question avait beaucoup d'agents qu'on mettait partout en utilisant plus ou moins le même type d'arrangement qu'on a vu dans le cas des Italiens, c'est-à-dire ce sont des contrats de commenda. Donc, il y a la personne principale qui s'installe au centre, dans ce cas précis, à la Nouvelle Julfa, et puis on voit ces agents un peu partout, et ce Hovhannes était un parmi beaucoup d'agents de cette grande maison. Donc, à partir de ce document, arrivé, comme par exemple a fait le historien danois Niels Stinsgaard, que le commerce des Arméniens n'était qu'un petit commerce presque de toute petite échelle, ça serait quand même un peu abusif. Donc,
là, dans la discussion, d'ailleurs, si on regarde de près la discussion de M. Khachikian, ça devient assez clair qu'il ne s'agit pas du tout de quelqu'un qui est en train de commercer pour son propre compte. Oui. OK, d'accord. Donc, pardon. Donc, là, vous avez un premier réseau qui était en train de se développer et en fait s'épanouir à l'époque. Mais bien sûr, il y a aussi d'autres réseaux sur lesquels on sait moins, mais on sait un certain nombre de choses. Par exemple, la pénétration du commerce russe par ces mêmes Arméniens. Hein. Donc là, vous voyez la montée, et ça, c'est bien sûr aussi l'autre idée de Shah Abbas au départ, parce que vous voyez que comme Shah Abbas se retrouvait bloqué sur 3 côtés, il y avait le commerce en passant à la Méditerranée, le commerce en passant par le Golfe Persique, et puis le commerce russe. Et ça, c'est les routes de commerce russe qui vont jusqu'en dans le Baltique, mais aussi à Arkhangelsk. Et pour cela, en fait, on n'a pas tant de documents pour l'instant de genre registre marchand, mais on a quand même certains documents comme ce texte qui a été publié par le passé par Kerem Kevonian. C'est donc une espèce de livre d'instruction qui s'appelle Le Trésor des mesures, poids, nombre et monnaie du monde entier. Et dont c'est écrit par quelqu'un qui s'appelle Lucas de Vanon. Et là, par exemple, vous aviez des détails portant sur comment on fait le commerce de ceci, cela, surtout la soie à Moscou, mais puis à Amsterdam, et ainsi de suite. Et ce livre, d'ailleurs, a été même publié à Amsterdam à la fin du XVIIe siècle, ce qui démontre qu'il y avait des lecteurs et des gens qui voulaient s'instruire sur ce commerce dans la communauté arménienne. Alors donc, ça c'est l'autre côté. Vous voyez qu'il y a une pénétration dans la Méditerranée pour arriver jusqu'à Marseille et puis pour rentrer en rapport avec les Français. Il y a l'aspect de l'océan Indien que je viens de développer. Et puis il y a ce troisième aspect qui est l'aspect russe qui reste à développer. Éventuellement, il se peut qu'on trouvera des documents plus conséquents pour pouvoir faire ça. Juste pour continuer un peu sur cette réflexion de l'échelle de leur fonctionnement, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur les grosses fortunes? Qui étaient les plus grands parmi ces marchands arméniens du XVIIe siècle et quel genre de taille pouvaient atteindre leur fortune? Ça, c'est peut-être le cas le plus connu pour la deuxième moitié du XVIIe siècle. C'est celui qui s'appelle donc Khoja Minas Stipanos. Donc, c'est Stepanos. Donc, ce Khoja Minas, il y a malheureusement 2-3 homonymes, donc il faut arriver à séparer ces 3. Mais ce Khoja Minas en question, c'est quelqu'un qui, on connaît qu'à partir des années 1660, il était basé dans la ville portuaire de Surat. Il avait donc une flotte de 4 à 5 navires au moins. Il faisait le commerce avec le Golfe Persique, avec la mer Rouge, avec l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire avec la Malaisie, le commerce des temps, mais il était aussi, donc finalement, c'est lui, en quelque sorte, qui a débuté le commerce arménien avec Manille. En 1668-1672, il a commencé à envoyer des navires à Manille, et par la suite, en fait, il y a de plus en plus d'Arméniens qui s'installent à Manille. Il est quelqu'un qui était devenu assez important et il était considéré comme très orgueilleux. Il a eu des problèmes avec la compagnie anglaise, puis il a eu des querelles aussi avec les officiers moghols dans la ville de Surat, un certain Ghiyasuddin. Et en fait, finalement, à la fin de sa carrière, il est obligé de se remettre avec les Portugais. Donc, en fait, il a une entente avec le vice-roi portugais et il s'installe donc dans les territoires portugais de l'Inde après 1680. Il est le fermier de la ville de Diu dans les années 80 et il meurt à peu près en 1687. 88, il y a un peu de controverse, mais là, vous voyez, par exemple, dans les archives portugaises, on trouve des lettres de lui. Ça, c'est une lettre qu'il a écrite directement au roi de Portugal en 1685, et dans laquelle il dit qu'il est
como vassalo e captivo de Vossa Majestade. Donc, je suis le vassal et le captif de Votre Majesté. Et donc, par la suite, il raconte les difficultés qu'il a eues dans le port de Surat. Et puis, comment en fait il est arrivé à une entente avec le vice-roi, avec le Conseil des finances, pour faire l'affermage de cette ville. Donc, c'est quelqu'un qui a eu des hauts et des bas dans sa fortune, mais néanmoins était considéré comme assez important, même une grosse fortune de l'époque. Et il y a au moins, on dit, 6 ou 7 Khaja, c'est le mot qu'on utilise pour eux, comme Khaja Minas, qui sont donc présents dans l'océan Indien à cette époque-là, qui sont des fortunes qui sont considérées comme l'égal des plus grandes fortunes qu'on trouve dans les villes portuaires de l'Inde moghole à l'époque. Et en fait, c'est plus ou moins cette famille qui va finalement négocier quelque chose qui reste l'autre option des Arméniens. Vous voyez qu'ils ont été donc déçus par les Français, et en 1688, donc, ils vont signer un accord avec la compagnie anglaise. Donc, ils ont essayé, ils ont eu ce rapport avec les Iraniens, puis avec les Français, puis ils tournent vers les Anglais. Ils vont signer donc cet accord. Cet accord a un certain nombre d'éléments intéressants. Vous voyez que ça donne aussi la liberté pour le commerce dans les mers du Sud, à Chine et à Mani, etc., en collaboration avec la compagnie. Et il y a un autre aspect que je vais juste mentionner ici, c'est que celui qui les aide pour signer le contrat, c'est Jean Chardin. Donc, le voyageur français, puis devenu sujet du roi d'Angleterre, et c'est lui, en fait, qui va jouer un peu l'intermédiaire pour aider les Arméniens pour arriver à cet accord signé avec la compagnie anglaise en 1680. Et donc, une fois qu'ils ont signé cet accord, ça peut permettre le développement total donc, de ce réseau. Donc, ça, c'est pris du livre d'Aslanian toujours. Et on voit donc la densité de ces connexions entre Madras, surtout, mais aussi Surat et l'Asie orientale, et puis tout ce réseau qui se développe en Méditerranée, mais puis aussi en passant par la Russie avec Amsterdam et les villes du Nord. Donc, cette option anglaise, c'est quelque chose qu'ils ont envie de développer. À partir de 1690, une communauté arménienne de plus en plus importante va se développer à Madras, qui est la ville anglaise sur la côte est de l'Inde. Donc, c'est ça qui devient en fait une espèce de base de départ pour le commerce de l'Asie orientale pour eux. Et là, ils vont se mettre sous la protection, effectivement, de la compagnie anglaise, où en fait ils sont libres à pratiquer leur propre religion. Il n'y a pas la pression pour devenir catholique qu'ils peuvent, par exemple, trouver chez les Portugais. Et donc, ça, c'est l'autre réseau qui va se développer. Et c'est là où on trouve, par exemple, une série d'autres grandes fortunes. C'est un thème qui a été développé par une historienne indienne, Bhaswati Bhattacharya, en se centrant sur cet autre personnage qui s'appelle Khaja Petrus Voskan, grande figure de Madras au début du XVIIIe siècle, un peu l'égal de ce qu'était Khaja Minas à la fin du XVIIe siècle à Surat. Donc, ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est aussi ce mélange de cultures. Mélange de cultures qui fait que, encore une fois, comme Herzig a démontré, ils utilisent un langage où il y a, comme il dit, énormément, donc vous voyez, il dit « Much of the terminology appears to be derived from Persian or Arabic prototypes ». Donc, dans les contrats, dans beaucoup de documents commerciaux, en fait, ils sont en train d'emprunter sans cesse sur des prototypes arabes et persans. Donc, leur langage, c'est déjà une espèce de langage mixte et acculturé en quelque sorte. Et ils nous donnent beaucoup de phrases, en fait, qui semblent être des phrases en arménien calquées sur des phrases en persan qui existaient auparavant. Et ça, donc, finalement, ça m'amène vers des questions qu'on peut poser avec ce genre de matériaux. Donc,
La première question qui se pose à partir de ces matériaux, c'est la question de savoir est-ce qu'il faut penser à ce réseau comme un réseau qui a un seul centre ou est-ce que c'est un réseau plus compliqué que ça. Et là, les positions de débat sont plus ou moins les suivantes. La position plutôt d'Aslanian, c'est qu'il y a un seul centre qui est la Nouvelle Julfa. Et donc, en fait, même l'explication qu'il donne pour le fait que ce réseau a perdu son importance dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est basé sur le fait qu'il trouve que c'est le centre qui, en quelque sorte, a perdu sa force et son énergie. Tandis qu'il y a d'autres historiens qui proposent qu'il est un peu réductif de voir ça comme finalement un réseau qui a un seul centre. Peut-être qu'il y avait un centre d'origine, mais que progressivement, en fait, qu'il y avait plusieurs centres. Donc, il se peut même, selon certains, par exemple, selon les idées de Mme Bhattacharya, que je viens de vous citer, que les Arméniens de Madras étaient économiquement plus importants, par exemple, dans la première moitié du XVIIIe siècle, que les Arméniens de la Nouvelle Julfa. Donc, est-ce qu'il ne faut pas imaginer un réseau où il y a plusieurs centres qui donnent à chacun son dynamisme, et donc aussi, si on a envie d'expliquer l'essor, l'apogée, la transformation, etc., on ne peut pas toujours s'appuyer sur l'histoire d'un réseau qui est unicentrique, mais plutôt sur une espèce de dynamique de centres différents. Donc ça, c'est une question qui reste en débat, et l'importance qu'il faut donner ou ne pas donner à différents moments à la Nouvelle Julfa. Deuxième question, c'est la question de savoir, est-ce que c'est en fait une communauté ouverte ou une communauté fermée? C'est-à-dire, est-ce que, pour revenir à l'idée de Curtin, finalement, l'idée de Curtin, c'est que chacune de ces communautés est une communauté qui est homogène et cohérente, mais assez fermée. Et surtout, les rapports qu'il a avec la société de l'accueil sont censés être très limités. Tandis qu'il y a beaucoup de questions qui se posent justement à partir de ces matériaux qu'on a sur les Arméniens. Si c'est une communauté tellement fermée, pourquoi est-ce que le vocabulaire de ces documents, en effet, vient de l'interaction avec d'autres cultures et d'autres sociétés? Pourquoi est-ce que si on regarde quelqu'un comme Khoja Minas, alors Khoja Minas, semble-t-il, avait comme capitaine de ses navires, il y avait un Anglais, il y avait un Génois, il employait des gens à droite et à gauche, il prêtait de l'argent à des hindous. Donc, en fait, si on regarde les transactions, etc., on a l'impression que c'est quelque chose qui est assez mélangé. Et cela nous amène à la troisième question, c'est-à-dire, encore une fois, pour revenir à un certain nombre d'idées soutenues par des historiens de ce réseau, on a l'impression que ce que fait la cohésion de cette communauté, c'est la religion. Et ce qui fait donc qu'il y a de la confiance entre les membres, c'est toujours la religion. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas qu'ils sont restés ensemble en quelque sorte à cause de cette appartenance religieuse? Je vous donne en fait deux raisons pour lesquelles on peut se poser des doutes. Tout d'abord, il y avait quand même un certain nombre de ces marchands arméniens qui naviguent assez facilement entre leur religion d'origine, le catholicisme et l'islam. Ils sont souvent donc dans une certaine situation où ils avèrent qu'ils sont des musulmans. Et puis, il revient à une autre situation, il dit qu'ils sont des chrétiens. Donc, manifestement, cette idée d'appartenance religieuse était quelque chose qui était beaucoup plus flexible dans leur pratique et dans leur tête qu'on peut soupçonner. Cela m'amène donc à la quatrième question, c'est-à-dire l'usage des documents, comme on dit, internes et externes. Vous voyez que, comme je vous ai expliqué, au départ, on a toujours analysé ce réseau à partir des documents externes, c'est-à-dire les observations venues des Européens, etc. Et là, on a l'avantage d'avoir un corpus très important, maintenant, des documents arméniens. Mais est-ce que c'est toujours avec ces documents qu'il faut raconter l'histoire? Est-ce qu'il ne faut pas chercher l'équilibre entre la vision externaliste et la vision internaliste? Parce que si on reste dans la vision internaliste, on a toujours tendance de trop insister sur la cohésion, sur le fait que tout le monde s'entend avec tout le monde. Il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de procès,
tandis que si on commence à regarder les archives de la compagnie néerlandaise ou la compagnie anglaise, on voit que sans cesse, il y a des querelles, il y a des problèmes, il y a une question de manque de confiance, un marchand arménien qui dit des choses sur un autre et il va donc faire un procès contre lui dans les cours anglaises, par exemple, de Madras. Donc, là encore, il faut chercher l'équilibre et le point juste entre l'usage de ces matériaux. Et finalement, il y a aussi ces deux dernières questions. La collaboration avec d'autres groupes, donc c'est-à-dire qu'il n'habite pas dans un monde à soi, toujours pour revenir à cette idée de Curtin, mais dans un monde beaucoup plus ouvert. Et en fait, ils sont même capables, dans des cas exceptionnels, je ne dis pas dans des cas les plus répandus, de chercher à pénétrer les systèmes politiques dans les sociétés où ils sont. Et je vous donne donc juste quelques exemples. Par exemple, déjà au XVIIe siècle, il y a ce fameux Mirza Zolkarnain, un Arménien qui est quelqu'un d'assez important dans la cour moghole et qui a joué un rôle assez considérable à l'époque de Shah Jahan. On trouve d'autres exemples, par exemple, dans le livre déjà ancien de Mesrov VII sur les Arméniens. Même chose en Iran, où, en fait, progressivement, au XVIIe siècle, il y a de plus en plus d'Arméniens jouant un rôle dans le système politique iranien. Parmi ce qu'on appelle les golams, les esclaves de sultan, il y a ces Arméniens. Et donc, je vais terminer avec ce personnage assez inattendu qui s'appelait donc au départ Khaja Grigor Harutyunyan, mais par la suite est devenu Gorgin Khan, qui a vécu, donc, né à la Nouvelle-Julfa, arrivé au Bengale, et dans les années 1750, début des années 1760, va devenir plus ou moins l'éminence grise à Bengale, derrière Mir Qasim, et qui est donc, il y a quelques belles pages dans les mémoires du colonel Gentil consacrées à ce monsieur, comme il dit, arrivé comme marchand, mais devenu grand homme de pouvoir. Donc, là encore, cette question de savoir si, en fin de compte, comme on a vu avec les Chinois d'outre-mer, comme on a vu avec un certain nombre de ces Juifs, par exemple le José Nassi ou autres, est-ce que ce monde, finalement, du commerce est si étanche? Est-ce que, finalement, il n'y a pas de passage, dans quelques cas au moins, entre le monde du commerce et le monde politique? Je vous remercie.